Bienvenue à toutes et à tous sur French Podcast, le podcast où on parle le vrai français, sans chichi, sans manuel scolaire poussiéreux. Moi, c'est Emmanuel, et je suis hyper content d'être là avec ma super co-animatrice Charline. Tu vas bien, Charline ? Salut Emmanuel, oui, ça va super. Et salut à vous qui nous écoutez. Ici, notre mission, c'est de vous emmener vraiment dans le quotidien, de partager comment on parle dans la vraie vie. Pas juste dans les livres, mais dans la rue, au marché, en famille, enfin partout quoi. Ah, ça me rappelle mes débuts en France. Tu sais, la toute première fois que je suis allé acheter du fromage, j'ai confondu brie et brie. Du coup, j'ai demandé « Bonjour, je voudrais un brie s'il vous plaît ». Le fromager m'a regardé genre « Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ?» J'ai eu droit à un sourire, compatissant on va dire, avant qu'il comprenne ce que je voulais vraiment. Bon, voilà, déjà, on met les pieds dans le plat. C'est exactement pour ça qu'on fait ce podcast. On sait à quel point c'est important de se sentir à l'aise avec le vrai français, celui qui vit. Allez, on attaque ? Alors pourquoi on insiste autant sur le français authentique ? En fait, c'est parce que la langue, c'est pas seulement des mots qu'on apprend à l'école. C'est aussi une culture, des habitudes, et parfois, c'est un peu un code secret. Totalement. Et puis utiliser par exemple des expressions idiomatiques. Genre, au lieu de dire « je suis fatigué », tu entends beaucoup « je suis crevé » ou même « j'ai la tête dans le pâté ». C'est tout de suite plus vivant. Absolument. Et dans la vie de tous les jours, ça crée une vraie connexion. Moi, la première fois qu'on m'a lancé un « on n'est pas sorti de l'auberge en pleine réunion », j'ai mis un petit moment à comprendre, mais tu te sens tout de suite, genre embarqué dans la culture locale, tu vois ? Ouais, et puis ça te permet d'éviter justement d'avoir l'air trop scolaire ou étranger dans certaines situations. Tu montres que tu vis la langue en fait. Bon, on attaque un grand classique, faire les courses. C'est le terrain parfait pour pratiquer tout ça. Parce que franchement, rien de plus quotidien. Et il y a tout un jargon en plus. Entre le marché, le supermarché ou la petite épicerie au coin de la rue, faut s'y retrouver. Par exemple, au marché, tu dis rarement « Bonjour, je voudrais acheter des légumes ». Non, tu t'approches du stand en mode « Bonjour, ce sont vos tomates qui sont en promo ?» Ou bien « Vous me mettez un petit kilo de patates s'il vous plaît ?» C'est vrai, et il y a ce truc aussi de, je sais pas comment dire, la proximité avec les vendeurs. Dans un marché, on papote, on plaisante, parfois même on négocie un peu. Ouais, moi par exemple, au marché de Belleville, ma routine c'est vraiment d'y aller le dimanche matin. J'y retrouve toujours le même fromager. On discute, il me recommande son camembert qui coule, et si t'es sympa, parfois, t'as droit à une petite dégustation gratuite. Franchement, si vous n'avez encore jamais fait vos courses comme ça, testez. On apprend vite le vocabulaire, et c'est tellement agréable. Allez Emmanuel, si on faisait une mini simulation. Genre scène de marché, toi en client, moi en vendeuse de fruits. Ça te va ? Ok, je me lance. Bonjour madame, combien le kilo de tomates aujourd'hui ? Elles sont à 2,50 € mon bon monsieur. Je vous en mets combien ? On va dire un petit kilo, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai déjà craqué sur le fromage. Ah, je vous comprends, c'est la tentation du marché. Tu vois, ce genre de petites phrases, je vous en mets combien ? Ou c'est la fin, je vous fais un prix. C'est vraiment typique. Et ça fait toute la différence. On n'est plus juste un client, on devient un habitué du quartier. Même dans la façon de dire merci, au revoir, bonne journée, il y a des variantes locales et chaleureuses. On va pas se mentir, acheter le pain en France, c'est presque sacré. C'est bien plus qu'un achat, ça crée vraiment un lien d'ailleurs. T'imagines mal sortir d'une boulangerie sans dire bonjour ou même quelques mots, hein ? C'est clair, et chacun sa petite habitude. Tu dis une tradition ou une baguette bien cuite ? Il y a même une technique, expliquer comment tu veux ton pain. Moi, j'aime quand il est tout chaud, presque brûlant. Bah tu vois, ça me rappelle la fois où je voulais une baguette pas trop cuite. J'ai bégayé devant la boulangère. Une baguette, mais comment dire, pas vraiment cuite, mais pas blanche. Enfin, du coup, on a bien rigolé. La boulangère a proposé une demi-cuite. Du coup, maintenant, elle me réserve toujours celle du milieu. C'est ça qui est drôle aussi, ce petit rituel, cette connivence. Ça fait partie du quotidien à la française, et ça se crée au fil du temps. Mais faut pas croire que le français est le même partout. D'une région à une autre, attention aux variantes. Il y a l'accent, le vocabulaire, la façon de demander les choses, et parfois, tu piges rien. Oh là là, le fameux chocolatine ou pain au chocolat. À Toulouse, tu demandes une chocolatine, sinon tu passes pour un touriste. À Paris, faut demander pain au chocolat, sinon on va vraiment te regarder bizarrement. Je me suis encore fait avoir l'an dernier à Bordeaux. Et même pour commander au resto.
À Marseille, le serveur m'a balancé une phrase en provençal, j'ai mis 3 plombes à comprendre. C'est ça aussi le plaisir, on voyage dans sa propre langue. T'as aussi ces petites expressions régionales, genre peu cher dans le sud ou draché pour dire qu'il pleut dans le nord. Ça fait tout le charme du français vivant. Mais faut pas croire, utiliser le vrai français, ça se fait aussi chez soi, hein. Avec ses potes, ses colocs ou même en famille. Il y a tout un tas de phrases qui rythment la vie quotidienne. Moi, pour la petite histoire, la première expression que j'ai apprise chez mes cousins bretons quand j'étais gamine, on file à la plage? Mais c'était surtout la façon de le dire, avec l'accent et tout, qui faisait rire tout le monde. Ouais, ou des trucs genre tu mets la table, c'est l'heure de l'apéro, ou tu fais tourner la vaisselle. Ça paraît rien, mais ça construit l'ambiance, tu sais. C'est du vrai partage, ça. Et puis chaque famille a ses petites habitudes, ses expressions fétiches. Le français du quotidien, il s'invente aussi à la maison. Alors la politesse en France, gros dossier. C'est pas juste dire bonjour, c'est tout un art. Les s'il vous plaît, merci, les regards, le vouvoiement. Il y a des subtilités, même parfois des pièges. Ah ça, le vouvoiement, j'avoue, c'est pas simple. Et puis, on sait jamais trop quand on passe au tutoiement. Moi, je me souviens d'avoir vouvoyé une amie pendant 1 mois avant qu'elle me tutoie d'un coup. J'étais complètement paumée. Je te bats. Tu sais quoi? J'ai un jour tutoyé le maire de mon village, sans faire exprès. Genre, ça va Pierre? Alors que non, c'est monsieur le maire normalement. J'ai eu droit à un regard, mais il a rigolé. Mais justement, c'est ça qui est marrant. La politesse à la française, c'est tout un équilibre. Faut oser, mais faut pas en faire de trop non plus. Avant qu'on oublie, il y a aussi les fameux faux amis, ceux qui piègent tout le monde. Genre, tu penses que tu dis le bon mot, mais pas du tout. Ouais, allez, on se fait un petit jeu rapide? Je te dis un mot, tu dis ce que ça veut dire, et si c'est un piège ou pas? Vas-y. Alors, librairie? Ah, c'est pas une librairie ça. Une library, en anglais, c'est une bibliothèque. La librairie, en français, c'est un magasin de livres. Attention. Exact. Allez, un autre. Actuali? Celui-là, je le vois tout le temps. Ça veut pas dire actuellement, mais plutôt en fait. Actuellement, c'est nowadays ou at the moment. Bien joué. On pourrait en faire des heures. Mais faites gaffe à ces petits mots. Ils veulent jamais dire ce qu'on croit. Alors pour finir, on parle souvent du futur du français. Tu trouves pas? Est-ce qu'on perd l'authenticité avec toutes ces nouvelles influences, genre les réseaux, le franglais? Ah oui, ça bouge tout le temps. Il y a des mots d'anglais partout et des expressions qui apparaissent chaque semaine. Mais à la fois, tant qu'on garde l'esprit, la façon de raconter, de partager, c'est toujours du vrai français, non? C'est ça. On évolue, mais on garde notre identité. Le tout, c'est de s'amuser avec la langue et d'oser la parler. Et tant qu'il y aura encore des débats sur chocolatine et pain au chocolat, je crois qu'on a de beaux jours devant nous. Merci Emmanuel, merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, toujours dans le vrai, toujours sur French Podcast. Merci Charline, c'était comme toujours un plaisir. Merci à vous, gardez votre curiosité et surtout, vivez le français au quotidien. À la prochaine. Salut à tous! Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une sorte d'enquête, on pourrait dire. On a un indice, une seule pièce à conviction, qui est incroyablement courte, 9 mots, tirée d'un ouvrage qui s'appelle The Quest for Authentic French. 9 mots, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. C'est ça, la phrase, la voici, axée sur le désir d'authenticité, vrai français. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Ça a l'air de rien comme ça, mais je crois que ces 9 mots sont une sorte de clé. Une clé qui ouvre une porte sur un débat immense, une tension qui traverse la langue française depuis toujours. Absolument. Notre mission, ce serait de voir jusqu'où cette clé peut nous emmener. Alors, allons-y. Allons-y. Si on décortique, le premier mot qui me saute aux yeux, c'est « désir ». C'est un mot fort, non? Ah oui, très fort. On ne dit pas le besoin ou l'envie. Le désir, ça implique une quête, un manque. Il y a quelque chose de passionné là-dedans, presque d'irrationnel. C'est un excellent point de départ. Le mot n'est pas du tout innocent, c'est clair. Il suggère une tension vers un idéal qu'on n'a pas. Et cet idéal, c'est le mot suivant, authenticité. Et là, on entre sur un terrain beaucoup plus glissant. Oui, qu'est-ce qu'une langue authentique? J'aurais tendance à penser qu'une langue, du moment qu'elle est parlée tous les jours par des gens, pour vivre, pour aimer, pour travailler, elle est par définition authentique, non? C'est exactement la question que je me posais. Est-ce que le simple fait qu'elle existe ne la rend pas authentique?
Et pourtant, la source nous dit qu'il y a une quête d'authenticité, ce qui sous-entend qu'on pourrait la perdre ou ne pas l'avoir. Et c'est là que l'ajout entre parenthèses devient absolument crucial. Oui, Vrai français. L'auteur ne nous laisse pas nous perdre dans le concept philosophique. Non, il nous donne sa propre définition. L'authentique, c'est le vrai. Et s'il y a un vrai français? alors logiquement, il y a un faux français. Exactement. Et là, on est en plein dans le sujet. Si on parle d'un vrai français, et donc d'un faux, pour vous, ça ressemblerait à quoi concrètement ce faux français? Alors, mais c'est toute la question. Pour certains, le faux français, c'est celui qui est truffé d'anglicismes. On dit checker ses mails au lieu de vérifier ses courriels. Le fameux franglais. Le franglais, voilà. Pour d'autres, ce sera le français parlé avec un accent régional très marqué ou étranger. C'est perçu comme une déviation de la norme. Et puis pour d'autres encore, c'est le langage jugé trop populaire, le parler jeune, avec le verlan, les abréviations. D'accord. Donc en gros, on est face à une guerre de chapelle. C'est une excellente image, ça, oui. Ça nous plonge au cœur de la grande bataille de la linguistique, l'approche prescriptive contre l'approche descriptive. Hein? Les prescriptivistes, ils sont comme des arbitres. Ils disent « voici les règles, voilà ce qui est correct ». Le vrai français, pour eux, c'est celui qui suit la grammaire, le bon usage, souvent défini par une élite ou une institution. On pense tout de suite à l'Académie française, évidemment, les gardiens du temple. Bien sûr, ils sont le symbole de cette autorité prescriptive. Mais à l'opposé, vous avez les linguistes descriptivistes. Eux, ce sont des observateurs, des biologistes de la langue, si on veut. Ils ne jugent pas, ils décrivent comment la langue fonctionne réellement. D'accord. Pour un descriptiviste, le français parlé à Abidjan, avec ses expressions propres, est tout aussi vrai et digne d'étude que celui des éditoriaux du Monde. Donc la question que notre petite phrase soulève, c'est qui a le pouvoir de décerner ce label « vrai français ». Et cette question-là, elle est tout sauf neutre, elle est profondément politique. Et c'est drôle, parce que selon qui on est, la réponse change complètement. J'imagine que pour quelqu'un qui apprend le français comme langue étrangère, ce désir d'authenticité est une chose très, très concrète. On veut parler comme un vrai français. C'est le Graal pour beaucoup d'apprenants. L'authenticité, c'est la promesse d'une intégration parfaite. C'est l'idée que si on maîtrise l'accent, les expressions idiomatiques, le rythme, on ne sera plus perçu comme un étranger. On aura accès non seulement à la langue, mais à la culture, quoi. C'est un désir de dissolution de la différence, en fait. Mais est-ce que ce désir, il ne pourrait pas venir aussi des locuteurs natifs eux-mêmes? Ça me fait penser à une discussion de famille, très animée, où mon oncle s'insurgeait contre le mot « spoiler ». Pour lui, c'était le début de la fin, la preuve que la langue foutait le camp. C'est dingue comme un petit mot peut cristalliser des angoisses bien plus grandes. Ah, votre anecdote est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle illustre l'autre facette de ce désir. Chez les natifs, ce n'est plus un désir d'intégration, mais un désir de préservation. Une réaction de défense face à un changement qui est perçu comme une menace, une perte d'identité. Oui, on cherche à protéger un trésor. C'est ça. On voit ce phénomène dans beaucoup de cultures face à la mondialisation. La langue devient un refuge, un bastion de ce qui est à nous, de ce qui est vrai, face à un monde extérieur perçu comme homogénéisant. D'accord. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette protection, elle est très sélective. Personne ne se plaint qu'on utilise le mot « week-end ». Pourtant, c'est un anglicisme total. Il est complètement intégré. C'est vrai. Mais spoiler ou deadline, ça crée des réactions épidermiques. Pourquoi ? Parce que l'authenticité linguistique, ce n'est pas une question de logique pure. C'est une sélection culturelle presque inconsciente. On accepte ce qui nous arrange ou ce qui est là depuis assez longtemps pour qu'on l'oublie, et on rejette la nouveauté qui nous semble menaçante. Ce désir d'authenticité, il est plein de contradictions. Et le début de la phrase « axé sur », ça insiste bien sur le fait que ce désir n'est pas juste anecdotique. C'est le moteur, l'objectif principal de quelque chose. Bon, la source ne nous dit pas de quoi. Mais ça me fait penser à autre chose. Ce qui est fou, c'est que ce vrai français que les gens recherchent, personne n'est vraiment d'accord sur ce que c'est. On touche au cœur du problème. Le vrai français, c'est une chimère. Une chimère au visage multiple. Exactement. Pour certains, mon oncle par exemple, le vrai français, c'est celui de la littérature.
Une langue riche, précise, la syntaxe élégante de Proust ou la clarté de Camus. C'est un idéal esthétique, un français un peu intouchable, presque sacré. C'est l'archétype du français pur, oui. Un français un peu mis sous cloche, à l'abri des souillures du présent. C'est une vision respectable, mais on peut lui opposer une vision radicalement différente. Et c'est là que ça devient paradoxal. Pour d'autres, ce français littéraire, c'est justement le comble de l'artifice. Il n'est pas authentique, parce que personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Pour eux, le vrai français, le français vivant, il est dans la rue. C'est l'argot, c'est le verlan. Prenez un mot comme chelou, le verlan de louche. Pour un puriste, c'est une dégradation de la langue, un code barbare. Pour un linguiste descriptiviste, ou juste pour les jeunes qui l'utilisent, c'est une preuve de créativité et de vitalité extraordinaire. C'est la langue qui se réapproprie les mots, qui les retourne, qui joue avec. De ce point de vue, la créativité de l'argot est une forme d'authenticité bien plus puissante que la répétition de formes anciennes. Donc on a déjà 2 candidats pour le vrai français, qui sont en opposition totale. La langue de l'élite culturelle et la langue de la rue. Mais il y en a d'autres. On oublie souvent le français parlé hors de France. Si on va au Québec, on entend des expressions comme magasiner pour faire du shopping ou clavarder pour chatter. Est-ce que ce n'est pas un français vrai, ça? Absolument. Et le français parlé à Dakar ou à Cotonou, avec ses propres rythmes, ses emprunts aux langues locales, il est tout aussi légitime. On a donc au moins 3 pôles d'authenticité qui s'affrontent. L'authenticité de la tradition littéraire, l'authenticité de l'innovation populaire et l'authenticité de la diversité géographique. La quête du vrai français, ce n'est pas la recherche d'une seule chose. C'est un champ de bataille entre ces différentes légitimités. C'est comme si on cherchait à préserver un arbre en parfait état, en l'empêchant de faire de nouvelles feuilles ou de voir ses branches pousser dans des directions imprévues. Vouloir figer une langue dans un état authentique et immuable, c'est peut-être la condamner à mort, en fait. C'est une métaphore très juste. Une langue, c'est un organisme vivant. Son authenticité, elle ne réside peut-être pas dans un état passé idéalisé, mais précisément dans sa capacité à changer, à s'adapter, à absorber, à créer. Le français de Molière, ce n'était pas celui de Rabelais, et le nôtre n'est pas celui de Molière. C'est sûr. Et même à l'époque de Molière, le français d'un paysan auvergnat n'avait pas grand-chose à voir avec celui d'un courtisan à Versailles. Lequel était le vrai ? Notre fragment de phrase ne donne pas la réponse, mais il nous force à nous poser la question, et c'est ça qui est puissant. Il nous oblige à regarder nos propres préjugés en face. Alors, si on fait le bilan, où est-ce que cette toute petite phrase nous a menés? On est parti de 9 mots, un simple fragment, axé sur le désir d'authenticité, vrai français. Et ces 9 mots ont ouvert une boîte de Pandore. On a vu que ça touche à la linguistique, avec cette tension entre dicter la norme et décrire l'usage, mais c'est allé beaucoup plus loin. On a parlé de sociologie, comment des groupes utilisent la langue pour affirmer leur identité ou se défendre. On a parlé de psychologie, ce besoin de racines, de certitude dans un monde qui bouge trop vite. Cette phrase, c'est un sismographe en fait, un sismographe des angoisses et des aspirations d'une culture. Donc au final, quand on s'écharpe pour savoir s'il faut dire la Covid ou le Covid, ou si on a le droit d'utiliser le mot meeting, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? On parle très peu de linguistique en réalité. On parle de pouvoir, qui a le droit de nommer les choses. On parle d'identité, est-ce qu'on se sent menacé par une influence étrangère? On parle de notre rapport au changement, est-ce qu'on a peur de l'avenir? Le débat sur le vrai français, c'est un théâtre où se jouent toutes ces grandes questions existentielles. Et cette courte phrase, c'est une magnifique porte d'entrée vers les coulisses de ce théâtre. Et pour laisser une dernière pensée, une piste à explorer, l'extrait met l'accent sur le désir, sur la quête. Il ne parle jamais de la découverte ou de la possession d'une authenticité finale. Et si la quête elle-même, ce débat constant, cette tension permanente pour savoir ce qu'est le vrai français, était finalement plus importante et plus révélatrice sur la culture francophone que l'improbable découverte d'une réponse. Et si c'était précisément ce débat sans fin qui, en réalité, maintenait la langue en vie.